développement personnel, un ensemble de pratiques qui nous permettent tout simplement d'avoir une meilleure connaissance de soi, une amélioration de notre qualité de vie, une valorisation de nos talents et de nos potentiels, la réalisation de nos aspirations et de nos rêves. Qui parle d'aspiration et de rêve parle d'échec ou de réussite. Aujourd'hui, je vais accueillir un coach en développement personnel. Il a accompagné de nombreux entrepreneurs au sein de la diaspora à définir et à se lancer. Il accompagne également les jeunes étudiants à s'intégrer au sein du milieu professionnel en France. C'est également un acteur associatif engagé dans la diaspora pour le développement de l'Afrique. J'accueille aujourd'hui Baba Deme. Bonjour Baba, c'est un super grand plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui sur mon émission. Qui est Baba et pourquoi le développement personnel? Alors déjà merci pour cette invitation, merci pour ce que tu fais en tout cas. Et alors développement personnel et pourquoi moi? Disons que le développement personnel il m'est apparu tard, vraiment tard. Et comme je le raconte souvent, c'est souvent quand tu as des problèmes ou quand tu arrives à une situation où tu te remets en question en fait. Et c'est ça que je dis, c'est presque par réaction. C'est-à-dire que c'est quand tu es au pied du mur que finalement tu prends conscience de qui tu es et tu commences à vouloir changer de voie ou en tout cas à se dire pour une meilleure qualité de vie, de meilleurs objectifs. Donc c'est comme ça, il a fallu être dans le dur, dans les difficultés. Et après, le souci c'est que quand il nous arrive de s'auto-motiver, ça ne marche pas souvent. Et donc, généralement, on attend que ça arrive des autres, souvent des encouragements. Et moi, je pense que c'est venu directement d'un livre, un livre que j'ai lu dans une bibliothèque. Je peux la citer, Fiona Harold, d'ailleurs, qui est une life coach anglaise. Et là, c'était dans les débuts des années 2000, en fait, vers la fin des années 2000. Non, 2000, début des années 2000, 2010 à peu près. Et du coup, c'est en lisant son livre que je me suis dit, mais au final, c'était des barrières qu'on se mettait dans la tête, en fait. Ses propres barrières. Et je dis que généralement, lorsqu'on se fixe des barrières dans la tête, ce sont les pires barrières qui puissent nous empêcher parfois de faire certaines choses. Et quand je dis, par exemple, si on prend le cas de l'Afrique, généralement, on dit que le monde ne croit pas en nous. À la limite, pour moi, c'est pas grave. Mais la pire des choses, c'est que nous-mêmes, les Africains, on ne croit pas en nous. Et c'est ça que j'appelle la pire des barrières. Et ce sont des barrières symptomatiques. Je ne sais pas si ça peut venir d'où, mais quand on veut faire quelque chose, on a l'impression qu'on doit à chaque fois déjà demander la permission de l'autre. Et ensuite, même en demandant la permission de l'autre, le problème, c'est que l'autre va vous limiter par rapport à sa propre pensée. Donc, une personne, vous pouvez avoir une passion secrète qui est en vous. Il suffit que vous en parliez à une autre personne. La personne ne connaît pas votre passion secrète. Elle va vous dire, ah, si j'étais à ta place, je pense que c'est pas pour toi ça, parce que la personne ne sait pas que c'est une passion secrète, mais je te verrais bien dans ça. Et toi, dans ta tête, tu te dis, oui, effectivement, elle a peut-être raison, alors que c'est ta propre passion. Et donc, du coup, tu vas prendre ce que l'autre personne va dire, les limites de l'autre personne, et se dire, je ne serais pas capable de le faire. Et c'est ça que j'appelle sa propre barrière qu'on se met dans la tête, ses propres limites qu'on se fixe dans la tête. Et généralement, ça c'est la pire. Et deuxième partie aussi, c'est on se fixe des limites dans la tête parce qu'on a peur. Et parfois, on a peur de l'inconnu, on a peur de quitter sa zone de confort. Et donc, il y a toutes ces petites barrières. Et ensuite, il y a l'autre barrière, c'est la barrière de la société. Cette barrière de la société, elles sont diverses. On peut avoir cette barrière sociale quand on est une femme. On vous donne un poste à responsabilité et vous allez juste vous poser la question, est-ce que je serais capable de le faire? Est-ce qu'on ne va pas me voir autrement? Est-ce que je dois sacrifier ma vie de famille? Donc, il y a cette barrière qu'on dit de la société. Si on va voir sur la barrière raciale, éventuellement, on va se dire,
déjà où tu es arrivé, c'est bien. Donc, ne va pas chercher ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a ce fameux plafond de verre dont la société va se dire c'est pas fait pour toi parce que tu appartiens à tel allez, ethnie, caste, statut social, race, etc. Donc ça, c'est les barrières. Et moi, je dis que ces barrières de la société sont les plus faciles à éliminer en fait. Il suffit de croire. Mais la pire des barrières, c'est ce qu'on se met dans la tête. Et donc, du coup, quand je me suis lancé, oui, c'était pour atteindre certains objectifs. Et la première des choses, et que je raconte souvent, c'était surtout pour éliminer cette timidité qui m'empêchait de faire certaines choses. Donc c'est parti de là. Et au final, lorsqu'on se lance, on se dit, ah c'est tout. Il n'y avait que ça en fait. Et du coup ouais, c'est parti de là, c'est éliminer sa timidité. Donc après, c'est parti sur des phases. On y va, on se fixe des objectifs. Et même pour atteindre ces objectifs, on se fixe des plans. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas ce plan qui va nous faire atteindre l'objectif, mais ce seront des circonstances extérieures que vous-même, vous allez attirer, que vous allez tout simplement déclencher et qui vont vous mener vers l'objectif. Donc, et après, pourquoi je fais du coaching? Ben, ça a été, c'est parti de là. Donc il y en a qui m'ont vu me transformer. Et donc après, au départ, c'était que des conseils. En fait, je venais des conseils avec des amis. Et au final, on m'y a poussé. Je salue ça parce que ça me permet aussi au niveau de la communauté, notamment cette communauté étudiante qui arrive, de leur dire que finalement on a ce potentiel. Et c'est pas dire de manière pour faire rêver que tu es le meilleur, tu es la meilleure, non. C'est se dire juste, élimine cette barrière que tu te mets dans la tête, va atteindre ton objectif, fais ce que tu as envie de faire en fait, parce que tu as envie de le faire, parce que tu as cette passion et tu peux y arriver. Et il n'est pas interdit de rêver, et c'est le rêve qui vous permet d'atteindre parfois certains objectifs, pas forcément l'objectif final, mais vous verrez que vous allez avoir pas mal de voix en fait. C'est excellent, c'est excellent. Mais en fait, moi, Baba, ce que je souhaiterais savoir, comment s'est fait ce cheminement où tu t'es vraiment senti en capacité ou dans l'envie d'aider les autres par rapport à leur ressenti ou par rapport à ce qu'ils... comment ils pouvaient en fait appréhender, on va dire, leurs propres pensées justement. Comment ça t'est venu ça, cette idée-là de faire du développement personnel, du coaching Ouais, en fait, il y a eu deux cheminements. Il y avait le premier cheminement, c'était mon cheminement personnel. Donc c'était, comme je disais, éliminer cette timidité qui m'empêchait de passer certaines barrières, de saisir éventuellement des opportunités. Et donc il y avait ce cheminement. Et si je détaille ce cheminement, donc ce premier cheminement, si je le détaille, celle dont je disais, la Fiona Harold, qui est celle qui a écrit ce livre, je l'avais contactée en fait par mail parce qu'elle avait, juste pour la remercier au départ, par rapport à son livre. Et si je dois dire, hein, son livre, c'est une Anglaise, dont ses parents, il y a sa mère qui s'est suicidée par exemple dans la salle de bain. Elle a vu ça. Son père qui était un toxico, qui partait en prison. Donc elle avait connu ça et elle ne savait pas quoi faire de sa vie. Et en lisant en fait son livre, je me suis rendu compte que au final, et que son cheminement et sa façon de réussir et de se battre au-delà, donc ça m'avait quelque part stimulé. Et du coup, je lui avais envoyé un message déjà pour la féliciter par rapport à son parcours parce que je ne connaissais pas. Et du coup, on a échangé. Elle avait d'ailleurs son école de life coaching qui se trouve à Londres. Et je me souviens qu'elle disait, ben, écoute, par exemple pour la timidité, est-ce que le meilleur moyen d'éliminer sa timidité, c'est de faire des prises de parole en public. Et cette prise de parole en public, c'était face à peut-être une assistance par rapport à un sujet déterminé, pas un sujet qui vient du cœur parce que c'est beaucoup plus facile, mais un sujet dont vous n'êtes pas à l'aise en fait, dont vous êtes obligé d'aller chercher, faire de la réflexion, faire des recherches et voir comment le délivrer en public en fait. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'elle disait par exemple,
lorsque je vais assister à des conférences, à la fin, il y a toujours cette partie question-réponse. Et donc, elle disait, fais tout pour poser une question, mais ne sois pas le premier à poser la question pour éviter que le stress et toutes les lumières, toute l'attention soit vers toi. Donc, il disait, bon, pour la première fois, essaye de poser la question, n'importe quelle question, mais en troisième ou quatrième position. Dans ce cas, il y aura pas les faisceaux ne seront pas vers toi et tu vas être déstressé, mais le simple fait de tenir le micro, poser une question, tu vas voir l'effet que ça peut faire en sachant qu'il y aura les yeux braqués sur toi. Je parle surtout pour les personnes qui ont cette timidité d'aller vers les autres et qui ont peur éventuellement de juste partager leur propre, on va dire leur propre questionnement par exemple. Et donc c'était ça. Elle disait après, deuxième phase, au bout de 3 conférences comme ça, deuxième phase c'est le fait de prendre le micro en premier. Et la technique de prendre le micro en premier dans les questions-réponses, c'est qu'au moment où nous allons passer aux questions-réponses, de tout de suite se signaler parce qu'il y a toujours un petit temps et elle disait ne laisse pas ce temps et montre-toi, tu seras la première personne à qui on va tendre le micro. Et du coup c'était ça et je posais justement des questions, pas forcément des questions idiotes, mais c'était l'effet que ça faisait. Une fois passé cette phase, l'autre phase c'est de pouvoir être de l'autre côté, c'est-à-dire d'être parmi les paroliers, les conférenciers. Et elle disait que cette première étape, c'est de ne pas être seul, pour ne pas avoir cette lumière, mais d'être par exemple sur une table où vous êtes plusieurs. Et parfois de ne pas être le premier à parler, ni d'être le dernier, parce que le problème de ça, c'est que si on laisse tout le monde parler, déjà lorsqu'on laisse une première personne parler, on va se comparer à cette personne et généralement on se dit waouh, pourquoi je vais passer après cette personne ou cette personne a tellement bien parlé que je vais me sentir inférieur à cette personne. Donc c'était comme ça en fait, c'était ces petites étapes. Donc, et du coup, par rapport au public, donc les prises de parole en public, les conférences, j'ai eu cette première opportunité par les étudiants en fait. Et c'était Awadem avec qui je collaborais, elle était la présidente de l'ADEM, donc l'association des diplômés étudiants maliens. Et lors d'une conférence pour les étudiants étrangers, elle m'a mis forcé prise de parole dans le développement personnel, alors que moi dans ma tête je me disais le public va être étudiant et le problème de ce public risque d'être critique. Donc dans ma tête je n'étais même pas prêt en fait. Je n'étais pas prêt. Et je suis passé vers les derniers et je crois que c'est ce jour-là que avec les comment ça s'appelle, donc ce jour-là, la première fois que j'ai délivré, ça devait être en 2013 je crois, 2013 ou 2012 et après depuis ça a continué jusqu'à maintenant. Et il y a cette demande en fait, il y a cette demande des étudiants parce que c'est vrai que on n'apprend pas à l'école je pense cette prise de risque, comment on va dire, cette confiance. Généralement à l'école on vous apprend quelque chose et on vous demande de délivrer ça. Sauf que lorsque vous sortez de l'école, l'insertion professionnelle, vous devez aller chercher certaines choses. On ne vous apprend pas la manière de négocier aussi. Et la première des choses, c'est avoir confiance en soi. Parce que lorsque vous avez cette confiance en soi, vous saurez transmettre un message clair à la personne qui est en face. Or, si vous n'avez pas cette confiance, vous allez émettre un doute et vous savez très bien que dans le monde du travail, souvent c'est les intérêts contre les intérêts. Est-ce que quelque part, c'est pas les limites qu'on a dans notre tête qui font que parfois on manque de confiance? Et tout à l'heure, dans ton intervention, tu as parlé également des échecs qui t'ont également poussé aussi à aller vers cette voie-là parce que toi-même, tu avais envie de surmonter, on va dire, cet obstacle qui était la timidité pour aller au-delà. Mais également, tu nous as parlé de confiance en soi, de comment en fait on peut, aller chercher ce qu'on veut concrètement quand on est étudiant et qu'on sort de l'école et qu'on n'a pas reçu cette formation où on nous fait par exemple la philosophie en gros de tout ce qui est échec ou réussite. Est-ce que toi, ça n'a pas été quelque chose un échec personnel ou en tout cas de ton entourage ou des choses, ou en tout cas une pensée ou une philosophie qui t'a poussé vraiment à aller vers
C'est pas forcément un échec. Hein, après, ça peut, oui, on peut dire un échec. Mais c'est-à-dire que quand vous arrivez à un certain niveau où vous vous dites je ne suis bon à rien, c'est à ce niveau-là, il y a deux façons de voir les choses. C'est soit on essaye de disparaître, donc de s'isoler, de disparaître, et de se dire bon, c'est Dieu qui a décidé ça, et donc prendre ce prétexte. Et parfois même, la pire des situations, c'est de se persuader de ça. Et donc, quand vous vous persuadez de ça, vous ne faites plus l'effort de faire quelque chose. Et souvent, c'est ça. Alors que c'est ce que j'appelle le fameux déclic. Vous avez beau dire à une personne, vas-y, tu es mieux que ça, vas-y, fais ci, tant que la personne n'aura pas ce déclic, elle aura juste cette euphorie du temps, c'est-à-dire juste le temps de discuter avec elle, tu es la meilleure, écoute, essaye de faire ça, mais je t'assure qu'il va t'arriver ça, fais-le. Tu auras éventuellement cet enthousiasme du début, à un moment tu vas te dire, oui c'est vrai, je vaux mieux que ça, mais au bout de 2 jours tu retombes dans tes travers, parce que finalement tu n'as pas ce fameux déclic. Et ce fameux déclic pour moi doit venir avec non seulement cette détermination au niveau même de la conscience, mais au-delà de ça, c'est de se fixer des objectifs aussi. Parce que c'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose de concret. Et tant que vous n'avez pas atteint cet objectif, vous allez vous forcer à continuer. Et comme je dis, dans la vie, il y a trois manières. Quand il y a 3 façons. On peut être motivé parce que c'est votre passion. Et lorsque c'est une passion, vous ne calculez pas le temps. Vous essayez d'atteindre ça parce que c'est une passion, ça vient de vous, et vous verrez que vous n'avez pas besoin d'efforts pour atteindre ça. La deuxième chose qui est obligatoire, c'est par obligation. Vous êtes obligé d'aller au travail pour payer vos factures. Vous êtes obligé donc d'être à 9h pour éviter les sanctions. Donc par obligation, vous le faites. Et là où vous vous situez, c'est lorsque vous n'êtes ni dans la passion ni dans l'obligation et que vous laissez aller. Et là, c'est la période trouble de souvent des personnes qui se disent je ne sais pas vers où je vais, je ne sais pas dans quel sens je vais aller, je ne sais même pas ce que je cherche en fait. Donc il y a ces 3 phases, et la dernière phase dont je vous ai dit, c'est cette phase qu'il faut quitter immédiatement, sinon vous allez vers cette dépression. Faites quelque chose par passion, ou soit il y aura des choses qui vous seront faites par obligation, mais surtout trouver un mix des deux. Et c'est ça qui est bien, c'est de vous éliminer, comme on dit, cette barrière. Donc les échecs pour moi sont des leçons. Il y en a qui disent il n'y a pas d'échec. Pour moi, l'échec, c'est la déception qui vient après des efforts en pensant que vous allez atteindre un objectif. Et finalement, après autant d'efforts, vous n'y arrivez pas, vous vous dites tout ça pour ça, je ne suis pas arrivé, est-ce que je ne dois pas abandonner et tout ça. À ce niveau-là, c'est ça l'échec. Mais heureusement qu'il y a plein de modèles, il y a plein de biographies, il y a plein de personnes qui arrivent à nous dire j'ai dû passer par là. Et c'est pour ça qu'il est très très intéressant, très même primordial de vous fier aux autres, de vous inspirer de la vie des autres et de voir quel a été le cheminement. Et vous verrez que la plupart des gens vous diront ce fut dur. Et il faut gratter derrière. Parce que chez nous en Afrique, ça reste même tabou. C'est quelque chose qu'on préfère garder pour soi et ne pas l'exposer. Et on va juste exposer ses réussites. Sauf que lorsque vous êtes en phase de réussite, la vision de l'autre, on se dira mais c'est facile finalement. Et on ne verra pas le parcours. Donc, ce qui est intéressant, c'est de vous rapprocher des gens pour lesquels vous avez envie de ressembler, mais surtout focalisez-vous sur leur parcours, et vous verrez qu'il y aura eu des échecs. Et le simple fait une personne dit que j'ai tiré, Jordan qui disait à un moment j'ai tiré 99 fois et que c'est le 100e qui est entré, vous pousse à se dire finalement c'est une bonne chose. Donc pour moi l'échec, parfois même c'est rassurant d'avoir de l'échec en se disant je sais qu'il y a mieux qui m'attend derrière.
Donc, Absolument. à voir quoi. Ouais. Absolument. C'est vrai que l'échec est un moyen tout simplement de réussir quelque chose avec de nouveaux objectifs, comme tu viens de le souligner. Je pense que la chose qu'on peut retenir, c'est qu'au final, en fait, c'est nos limites en fait qui nous mettent dans un, comment dire, qui nous mettent dans des cases, les limites qu'on a dans nos têtes qui nous empêchent d'aller au-delà en fait des obstacles. Mais sinon, l'échec est tout simplement le début pour une réussite.